Souvent, l'actualité d'ailleurs est prise à partie par les innovations numériques, hein, que ce soit le métaverse de Facebook, que ce soit la crypto-monnaie, les NFT, les blockchains, etc. Et ces technologies n'ont pas toujours un impact sur la société qui est à la hauteur de leur retentissement médiatique, mais là, dans le cadre de l'intelligence artificielle, et notamment dans le cadre de ces nouvelles IA qu'on dit des IA génératives, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de créer, entre guillemets, en tout cas de générer du contenu textuel ou graphique, hein, salut. Eh bien, là, l'impact, il est déjà présent et il est significatif. Donc, en tout cas, pour moi, qui ai découvert en fait ChatGPT en décembre de l'année dernière, eh bien, j'étais très surpris en fait du niveau de cette IA, comme beaucoup de gens. Et pour ma part, j'ai décidé d'orienter une bonne partie maintenant des ateliers et de l'accompagnement et du conseil que je vais faire ici dans le cadre du lab numérique autour de ces IA. Parce que je pense que ça va être significatif. J'essaye d'avoir une approche en trois axes. Une première approche, c'est d'identifier, de caractériser, de classer hein, ces intelligences artificielles. Il y en a en fait beaucoup. Il y en a beaucoup plus que vous pensez et de comprendre un petit peu les acteurs qui sont en présence. Il y en a avoir beaucoup plus en 2023. Il y a énormément d'investissements qui vont apparaître cette année, justement à cause de ce qui s'est passé en 2022. Ensuite, d'essayer d'avoir un minimum de compréhension sur le fonctionnement de ces IA pour pouvoir les utiliser de façon intéressante et d'éviter en fait leur danger et les limitations réelles qu'elles ont. Hein. Et ensuite d'être éventuellement capable d'utiliser dans vos propres outils des intelligences artificielles, soit qui existent déjà. Par exemple, ChatGPT a un connecteur qu'on appelle une API hein, dans le langage de la programmation, qui vous permet d'utiliser ChatGPT sans passer par leur site à eux et l'intégrer même dans un tableur. Si vous faites du traitement d'informations dans un pauvre tableur, et vous êtes déjà un peu développeur hein, quand vous faites ça, vous êtes contraint dans un tableau, eh bien vous pouvez faire traiter une partie de l'information par l'IA qui va vous renvoyer des choses, mais avec des limitations que je donnerai, parce que il y a notamment des limitations en termes de droit, hein, sachant que si vous fournissez des informations à ChatGPT, ben, évidemment, vous devez faire attention de ne pas donner des informations d'entreprise ou privées, parce que derrière, il y a un apprentissage qui est fait, et parfois il y a des humains hein, qui vérifient en fait pourquoi ça a marché et que ça n'a pas marché. Donc, c'est pas une bonne idée hein, de mettre des informations qui ne vous appartiennent pas dans le système pour l'instant. Hein. Et puis après, on peut aller jusqu'à apprendre à programmer. Et donc, il y a Python, ce langage de programmation, qui est très intéressant dans ce contexte-là. Et au fur et à mesure, donc plus d'ateliers qui vont venir. Et donc là, il y a Audrey Bordonnier qui communique tous les mois environ, hein, qui envoie vers la liste des enseignants. Ça va partir demain. Et donc, tous les mois, vous recevrez ben, les actualités du Centre de culture numérique. Et juste avant, je m'organise avec Audrey pour rajouter de nouveaux ateliers. Et si vous-même, il y a des thématiques qui vous intéressent, des domaines dans lesquels l'IA sera intéressante pour vous, etc., ben, on peut essayer de voir si on peut développer quelque chose dans cette optique-là. Alors, juste rapidement, d'où on vient, où on en est et vers où on va. Bien, vous savez tous que ça marche sur des ordinateurs, ces choses-là, sur des machines qui vont traiter l'information. Donc, un programme informatique, c'est des entrées, un traitement et puis des sorties. Le vocabulaire nous indique déjà ce que savent faire des machines. Par exemple, en France, on parle d'ordinateur. Pourquoi? Parce que c'est des machines qui sont fortes pour ordonner de l'information, classer de l'information. C'est le cas des tableurs. Dans les pays anglo-saxons, on parle plutôt de computer. Pourquoi? Parce que c'est des machines qui sont fortes pour calculer, pour compter, plus fortes que nous d'ailleurs. Et puis si vous allez en Chine, vous verrez ce symbole, et ça veut dire Dian Nao, si vous respectez les temps, et ça veut dire électrique cerveau, cerveau électrique. Et là, on a quelque chose qui est plus vague. Et qu'est-ce qu'un cerveau a comme capacité qui peut être intéressante? Eh bien, c'est des capacités d'apprentissage, des capacités de prise de décision et des capacités de résolution de problèmes. Et tout cela avec une certaine autonomie. Donc, on parle d'IA, on parle de programmes informatiques qui s'orientent un petit peu vers des capacités finalement qui ressemblent un petit peu, qui imitent un petit peu des capacités humaines.
d'apprentissage, prise de décision et résolution de problèmes. Si on regarde un petit peu du côté vocabulaire, vous avez peut-être entendu parler du machine learning. Donc ça, c'est un terme qui est apparu en 1959 de cet informaticien qui, alors parce que l'intelligence artificielle, ça a une longue histoire, avec des longues périodes aussi d'hiver dans lesquelles il ne se passe pas grand-chose, et puis des périodes où ça avance. Et il y a eu deux grandes écoles dans l'idée de simuler l'intelligence humaine, entre guillemets. Il y a l'école des systèmes experts et l'école des réseaux neuronaux, en tout cas du machine learning. Les systèmes experts, l'idée, c'est d'aller voir un expert et de lui dire, mais comment tu fais pour prendre des décisions, je ne sais pas, pour un patient, l'expert vous dira, s'il a tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme, alors je vais faire ceci, cela, cela. C'est if, then, else, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut programmer de façon codée dans un langage informatique, avec pas mal de limitations qu'on connaît des systèmes experts. Et puis, il y a une autre approche qui est de dire, on ne va pas donner les règles au système, on ne va rien lui dire. Et en fait, c'est cette approche qu'a inventé Arthur Samuel en 1959 dans le jeu de dames pour faire apprendre à l'ordinateur à jouer au jeu de dames. Et il le définit de cette façon-là, c'est le champ d'étude qui donne à l'ordinateur la capacité d'apprendre sans être explicitement programmé. Et ça, c'est un peu étrange parce qu'on se dit, mais comment il veut faire? Comment il va faire? Eh bien, si vous regardez un cours de machine learning sur YouTube, et notamment le cours de l'université de Stanford, le premier exemple qui est donné dans le cours, d'ailleurs très, très, très bon cours, fait par un pionnier du deep learning, montre en fait un doctorant sur le campus de l'université de Carnegie Mellon. Et qu'est-ce qu'il fait ce doctorant au milieu des années 90? Eh bien, il va apprendre à une voiture à conduire toute seule, sans lui donner les règles, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette voiture? Il y a une caméra qui est au-dessus du toit et qui regarde la route. On voit la route qui est ici. Il y a une caméra qui regarde le volant. Si vous étiez un système expert, ce que vous feriez, vous donnerez la règle et la fonction qui lie la courbure de la route à l'angle de votre volant. Dans du machine learning, ça ne va pas être le cas. Le système informatique va analyser plein d'images et puis va voir qu'il y a une relation et une fonction qui lie le volant, la rotation du volant à la courbure de la route. Donc dans la vidéo, il conduit pendant un certain temps et ensuite il appuie sur le bouton qui est ici, là, et en fait la voiture continue tout seule, quoi. Et elle roule d'elle-même parce que c'est elle qui a trouvé, en ayant suffisamment de données, la fonction ou les corrélations, si vous voulez, entre le résultat qui était désiré et ce qui s'est passé dans le jeu de données, si vous voulez, qui a été fourni. Donc tout ça, ça a évolué. Vous savez que même dans des jeux qui sont complexes comme les échecs, les machines ont battu maintenant les humains. Même pour le jeu de Go en 2016. Comment on fait finalement cet apprentissage par les machines? Quelles sont les techniques qui sont utilisées? La plus courante, c'est celle des réseaux neuronaux, c'est-à-dire de regarder par analogie comment les humains apprennent. Et quand on ouvre la boîte crânienne d'un humain, on se rend compte que c'est un peu différent que quand on ouvre un ordinateur. Dans un ordinateur classique, il y a un gros processeur qui va traiter toute l'information. Chez un humain, c'est tout plein de tout petits processeurs qui sont très interconnectés, qu'on appelle des neurones. Donc, c'est des réseaux neuronaux qui traitent cette information. Vous entendrez peut-être le terme deep learning. Alors ça, c'est une sous-section du machine learning qui utilise plusieurs couches de réseaux neuronaux pour traiter d'un problème. Vous entendrez peut-être parler de transformer, et ça, c'est encore une sous-section du deep learning, et c'est celle qui est à l'origine notamment de ChatGPT, qui est issue d'un article de 2017, qui, au départ, n'a pas suscité, n'a pas été très, très visible, mais en tout cas, il y a une personne qui s'est intéressée à cet article et qui l'a mis en pratique, pour le coup. Et cette personne, c'est Sam Altman, qui est la personne qui est derrière cette entreprise OpenAI ChatGPT. Et
Vous le trouverez facilement sur YouTube. Il est intéressé par l'impact aussi social, éthique, et enfin, il est très conscient que ça dépasse effectivement un simple programme informatique, et il propose plein de réflexions et puis de pistes aussi sur toute la réflexion qu'il va falloir avoir probablement par la suite. Est-ce que c'est en croissance et pourquoi c'est en croissance ces IA? Ben oui, il y a deux gros facteurs hein, qui ont fait évaluer cette école du machine learning. Ça a été la présence de nombreux jeux de données, donc le big data, et notamment toutes les données qu'on a fournies à nos amis américains, enfin états-uniens, en utilisant les réseaux, les médias sociaux, etc. Et puis, ça a été aussi la puissance de calcul qui est nécessaire pour faire apprendre ces systèmes et ces réseaux neuronaux, notamment par les cartes graphiques développées pour les joueurs de jeux vidéo, parce que les cartes graphiques ont tout plein de petites unités de calcul qui font des choses en parallèle pour le traitement de l'image, et que c'était beaucoup plus adapté pour les utiliser aussi pour des réseaux neuronaux en intelligence artificielle, même si aujourd'hui, maintenant, il y a plein de puces qui sont dédiées dans les smartphones, il y a des puces dédiées maintenant pour l'IA, etc. Où est-ce qu'on en est dans ces nouvelles technologies, notamment dans les IA génératives et dans les transformers? En fait, je ne sais pas bien où on en est, mais quand une nouvelle technologie apparaît, en général, elle suit souvent cette courbe-là, c'est-à-dire qu'il y a une croissance assez rapide pour essayer de l'amener à son maximum de potentiel, comme par exemple pour les smartphones. Mais les smartphones, vous savez que les gens ne se battent pas aujourd'hui pour acheter le dernier smartphone de chez Apple, parce que dans cette technologie smartphone, on est plutôt ici, c'est des petites améliorations. Sur l'intelligence artificielle, je ne sais pas si on est ici au milieu ou si on est déjà vers la fin. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est déjà impactant et que moi-même, j'utilise maintenant ChatGPT quasiment tous les jours pour être plus productif, et que de nombreuses personnes aussi utilisent Midjourney pour créer des illustrations, pour des articles, pour des couvertures de livres et autres. Donc c'est déjà présent en termes d'usage et c'est déjà impactant. Les IA, on a l'impression qu'on n'est pas forcément concerné quand on parle d'intelligence artificielle. Par exemple, vous savez tous qu'Apple a introduit Siri en 2011, qu'ensuite Amazon a suivi, que Google a suivi avec les assistants vocaux. Et pour ma part, j'ai pas été très impressionné par les assistants vocaux, à tel point que en fait, je les utilise pas. Parce que je les trouve pas très efficaces. Néanmoins, on peut penser que finalement vous êtes clean et puis que vous n'êtes pas touché par le machine learning, mais dans vos usages de tous les jours, en fait, vous utilisez des réseaux neuronaux constamment. Par exemple, si vous allez faire du shopping sur Amazon, ce sont des réseaux neuronaux machine learning, qui va vous proposer en fait quelle est la meilleure probabilité que vous achetez quelque chose dans les minutes à venir. Si vous utilisez Netflix pour regarder des séries télé, là aussi, ça a été fait pour que vous restiez le plus longtemps possible sur la plateforme par rapport à ce que vous avez déjà apprécié. Et dans les réseaux sociaux, avec toutes les dérives qu'on connaît, sectaires notamment, le Facebook, YouTube, Twitter utilisent le machine learning pour proposer quelque chose qui est vraiment ciblé en fait sur l'usager. Dans le cadre de l'utilisation des photos, vous vous rappelez tous avec joie la période Facebook où vous êtes automatiquement tagué par l'intelligence artificielle. Dans le cadre de Google Photos, qui est une application qui est sortie en 2015, étonnamment, les usagers dont je fais partie étaient très étonnés de ne pas pouvoir taguer en fait les photos comme on l'a toujours fait sur Flickr dans les années 2005, etc., pour les retrouver. Et la raison, c'est qu'il n'y a pas besoin, parce qu'il y a une intelligence artificielle qui analyse toutes les photos, et Google a une représentation textuelle de toutes les photos. Donc, si votre pelouse est mal entretenue et que vous recevez une publicité pour acheter une tourneuse à gazon, c'est pas forcément par hasard, c'est que Google en fait connaît le contenu de ces photos-là. C'est un usage un peu négatif, mais l'usage aussi, c'est de pouvoir retrouver beaucoup plus facilement dans du contenu visuel. Si vous utilisez des capteurs d'empreintes ou le visage pour débloquer votre smartphone, là aussi, c'est du machine learning, des réseaux neuronaux qui le font. Les smartphones récents ont la possibilité d'enlever des objets indésirables dans les photos.
c'est aussi de l'intelligence artificielle qui le fait. Il y a des outils en ligne qui existent, qui peuvent être utilisés par des enseignants pour enlever, je sais pas, une personne qui veut pas être sur une photo. Ben, c'est facile en fait de l'enlever aujourd'hui de la photo ou de nettoyer certaines choses sur une illustration. Donc ça, c'est un outil en ligne qui est gratuit et qui permet de le faire. Et puis si vous vous baladez à l'extérieur, et puis vous voyez, tiens, une belle jolie fleur là sur le coin de la route, et que vous aimeriez bien savoir ce que c'est, parce que ben, vous prenez une application comme Google Lens, qui se retrouve sur les smartphones, et vous pointez votre smartphone à n'importe quel objet, et puis l'IA va automatiquement détecter ce que c'est, et puis vous amener vers d'autres photos et des articles explicatifs sur cet objet-là. Vous utilisez peut-être de la vidéo sur YouTube. Là encore, c'est essentiellement des IA qui analysent tous les contenus qui sont déversés sur YouTube pour savoir si c'est légal ou pas en termes d'usage et pour savoir s'il y a des problèmes de copyright ou pas dessus. Vous avez peut-être découvert les joies des visios dans le télétravail. Et vous avez remarqué l'apparition soudaine de la capacité de flouter l'arrière-fond, voire de changer l'arrière-fond. Là encore, c'est des IA qui détectent votre visage et le corps humain et sont capables du coup de le dissocier du fond de cette façon. La reconnaissance faciale, ça marche aussi sur de la vidéo, évidemment. Alors, dans les usages qu'on aimerait nous éviter, il y a celui de la Chine et de la surveillance de masse des populations. Et LCP a un documentaire qui est intéressant, qui s'appelle Ma femme a du crédit, et qui va suivre pendant un an une Chinoise dans son usage quotidien du numérique et donc de l'IA un petit peu poussée dans cette direction. TikTok, c'est une application qui est très utilisée chez les jeunes. Et une des raisons du succès, c'est qu'il y a plein de filtres qui sont liés à l'intelligence artificielle, qui permettent de changer votre visage, de rendre plus beau, d'être 10 ans plus jeune. Enfin voilà, vous avez toutes les possibilités possibles et imaginables. Et toutes les semaines, il y a des nouveaux filtres qui utilisent beaucoup l'IA qui se retrouvent sur l'application. Et puis, vous aurez peut-être un jour des gens qui vont peut-être venir postuler à une de vos formations ou bien qui vont venir postuler à un emploi, machin, etc. Et puis vous allez trouver que ces gens sont quand même vachement bien et qu'ils vous regardent dans les yeux et que tout se passe très bien. Et en fait, il y a une IA, alors je vais essayer de trouver il y a une IA qui est capable de corriger vos yeux pour que vous regardiez toujours la webcam, alors que vous êtes en train de lire vos notes, tous vos cheats. Vous voyez, voilà. Il faut juste savoir que ça existe. Alors pour l'instant, elle n'est pas déployée largement. Il faut quand même une carte graphique NVIDIA RTX. Mais si vous avez ça, vous pouvez installer ça sur votre ordinateur et puis utiliser votre webcam de cette façon-là. Et la personne croit vraiment que vous êtes toujours en train de la regarder. Alors, dans l'usage positif, c'est le fait de faire des vidéos, on va dire, pédagogiques et puis de pouvoir quand même lire ses notes, etc. Voilà. Mais donc, tout est possible. Au niveau de l'audio, ben, vous savez que YouTube est capable de faire du transcript automatiquement. Et je vois de plus en plus de Français qui partagent vers des non-francophones des vidéos de cours, de conférences, etc. Parce que maintenant, c'est good enough. Et donc ça, c'est un usage finalement positif. OpenAI, qui est le développeur de ChatGPT, a aussi une intelligence artificielle open source qui s'appelle Whisper, qui fait la même chose et qui est même meilleure que ce que fait Google sur YouTube. Il y a plein d'outils pour faire donc du text-to-speech. Microsoft Edge, c'est le navigateur de Microsoft, le fait très bien, c'est déjà intégré dans son propre navigateur, donc il peut lire n'importe quelle page web. Il y a des extensions qui existent pour ça. Vous avez peut-être vu des streamers sur Twitch qui sont en train de faire du sport ou de découvrir un pays ou faire du bricolage, et puis ils discutent avec des gens alors qu'ils ne regardent même pas leur écran. Parce qu'en fait, il y a une IA qui fait du texte, du chat to speech, et donc la personne peut continuer à faire son activité et parler avec les autres personnes grâce à cet intermédiaire en fait entre du texte et puis du son. Il y a également des outils ici qu'on peut utiliser donc en ligne pour faire également pour transformer du texte en du speech. Oui, ouais, mais en fait, c'était pas inscrit. Hein. Mais non, mais reste, si tu veux. Reste. Bon, c'est pas grave, on continue. Le,
améliorer le son aussi d'un cours. Vous avez un enregistrement qui est de mauvaise qualité avec du bruit, etc. Eh bien, Adobe a une intelligence artificielle qui permet de faire ça. Et on peut donc du coup mettre son fichier et avoir du coup un enregistrement comme s'il avait été fait dans un studio professionnel. Et ça marche étonnamment bien. Hein? C'est gratuit aussi, ouais. C'est Adobe Enhance. Donc là, j'ai mis le lien dans le document. Ensuite, pour les déplacements, vous savez que ça utilise aussi de l'intelligence artificielle et que même si c'est pas toujours juste et qu'il ne faut pas toujours faire confiance à l'IA, globalement, ça permet quand même de sauver une bonne partie de l'impact carbone puisque ça permet de diminuer aussi la durée des trajets. Dans le domaine de la traduction et du texte, vous savez que ça peut être très efficace. Un DeepL, ça s'est utilisé notamment par les profs de langue. Et puis dans plein d'autres domaines, il y a du machine learning partout. Les antivirus, ça permet de détecter des virus qu'on ne connaît pas encore, mais qui ont des comportements similaires à d'autres virus grâce au machine learning. Votre banquier, en fait, il analyse vos habitudes de consommation et à partir de ça, il sait s'il va vous faire un prêt ou pas, ou bien quand il fait du training. Même dans les livres anglais, dans la Kindle, il y a la possibilité d'avoir une IA qui analyse le texte et qui va vous permettre de vous donner de l'information contextuelle sur les personnages qui sont dans cette page-là, où ils sont apparus, un petit résumé de ce qui se passe. Et puis, dans des outils que vous allez utiliser de façon plus habituelle, comme Microsoft Office, est en train d'intégrer, là encore, ChatGPT directement à ces outils-là pour vous aider. Donc, évidemment, ils sont partout et vous les utilisez finalement des centaines de fois par jour. Et du coup, ça nécessite, à mon sens, une véritable éducation aux IA, comme on a fait une éducation finalement aux médias, pour savoir où elles sont, ce qu'elles sont capables de faire, quels sont leurs dangers potentiels, mais aussi leurs aides possibles. Et aujourd'hui, donc, on parle surtout des IA génératives de création de contenu, et notamment dans ce cadre-là, on a les IA qui sont textuelles. Et donc, ChatGPT, donc j'ai mis un certain nombre de liens. Donc, le site en question qui se trouve ici, un forum sur Reddit, sur Twitter, vous trouverez plein d'exemples d'usage, sur YouTube, vous trouverez plein d'exemples d'usage, sur Facebook également. Alors, avant de commencer et de l'utiliser joyeusement, il faut vraiment comprendre quand même quelles sont les limitations du système, parce que sinon, on risque quand même de se faire mal, puisque c'est effectivement bluffant, et c'est aussi bluffant qu'une personne qui voit pour la première fois un miroir. Et d'ailleurs, c'est un test, le test du miroir. Il y a des animaux qui n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe, et d'autres animaux qui arrivent à passer ce test et qui comprennent que c'est eux-mêmes. Si vous n'arrivez pas à faire la différence, vous risquez d'en avoir quelques soucis. Finalement, ChatGPT, ce n'est rien d'autre qu'un miroir qui ne renvoie pas votre image, mais qui renvoie finalement le miroir de l'ensemble de l'humanité, des connaissances finalement humaines, et d'une sous-partie en fonction de ce que vous allez lui donner comme information. Ensuite, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que c'est une approche qui est prédictive et statistique, et c'est pas du tout déterministe. Et ça va être important pour la suite. On va voir qu'il y a des grosses erreurs qui sont faites. Et dans la documentation pour les développeurs, OpenAI explique que, en fait, l'idée, c'est de déterminer en fait le prochain coup, comme dans les jeux de Go et d'échecs. Si je vous dis je mange une, le truc le plus probable, c'est que je mange une pomme en fait. C'est parce que chez les humains, quand ils disent je mange une, en général, c'est la pomme qui a le plus haut degré de probabilité en tant que mot qui va sortir après. Et donc là, il donne l'exemple de horses are my favorite, et qu'est-ce qui est le plus probable? C'est animal après ce truc-là. Étonnamment, ChatGPT, malgré l'intelligence que ça semble avoir, ce n'est que du prédictif, en fait. Et c'est même perturbant d'un point de vue psychologique de savoir que l'espèce humaine est à ce point finalement prévisible, même si nous, on ne marche pas comme ça.
on a des réseaux neuronaux, mais on a un raisonnement logique, déductif, inductif, etc. Et pour l'instant, l'intelligence artificielle, elle n'est pas à ce niveau-là. Elle est vraiment sur un niveau qui est prédictif et probabiliste. Il donne d'ailleurs un autre concept qu'ils utilisent, OpenAI, qui est la température. Dans les réseaux neuronaux, quand on peut définir une température de 0 à 1, et 0, ça veut dire prend la réponse, la suite la plus probable. Et le 1, c'est introduit du bruit et puis il va prendre des choses moins probables. Donc, si vous dites à ChatGPT, sois original dans ta réponse, ben, en fait, il va augmenter la température, quoi. Il va prendre des trucs qui sont moins probables pour sortir de la chose la plus consensuelle, enfin la plus probable. Donc, c'est prédictif et pas compréhensible. Il y a une vidéo qui s'appelle La philosophie de Baratin. Effectivement, il baratine, mais il baratine vraiment très très bien, hein. Il ne comprend pas la logique en fait sur le long terme, hein, sur le cours de la conversation. Donc il y a des enseignants qui l'ont testé sur de la physique en collège et lycée en Angleterre, et parfois il a la bonne réponse mais le raisonnement est faux, parfois le raisonnement est juste, la réponse est mauvaise, etc. Donc on n'est pas en face de M. Spock ou d'un Vulcain qui est capable de rester logique de bout en bout. Donc il y a des erreurs, et j'en ai quelques-unes qui m'ont été fournies par mon collègue Damien Braun, qui sont pas mal. Et par exemple, il lui a demandé de quoi parle la chanson How Beautiful You Are de The Cure. Et là, l'IA lui dit, ben, c'est une chanson qui parle de la beauté d'une personne aimée. Le chanteur exprime son amour et son admiration pour cette personne, etc., etc. Et en fait, quand on va lire la chanson, ça commence par Do you know why I hate you? Et en fait, c'est juste l'inverse de ce qu'a produit l'IA. Peut-être parce que d'un point de vue prédictif, si je veux dire How beautiful you are, ben vous attendez à un truc plutôt positif par la suite et pas que vous haïssez la personne, quoi. Le film Prof, qui est vraiment la pop culture française des années mi-80, 1985, avec Patrick Bruel. Donc, mon collègue demande, l'enseignant qui jouait par Patrick Bruel modifie le texte littéraire qu'il fait étudier à ses élèves. Quel était ce texte et son auteur? Et la réponse, c'est tiré de Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Effectivement, c'est très souvent utilisé, hein, Charles Baudelaire, les Fleurs du Mal, etc. Et il change en fait les termes pour les rendre plus accessibles aux étudiants, etc. Et dans la réalité, c'est pas du tout en fait ce qui se passe. Et en fait, il a changé à la fois le nom de l'auteur et évidemment le texte pour sensibiliser ses étudiants à l'importance de l'esprit critique et de ne pas tout prendre de cette façon-là. Et donc c'est intéressant qu'un texte sur l'esprit critique finalement est complètement mal interprété par ChatGPT. Alors, d'ailleurs, Google aussi aurait pu apprendre la leçon sur l'importance finalement de vérifier les sources et l'esprit critique, puisqu'ils sont un petit peu paniqués aussi par l'arrivée de ChatGPT. Ils n'avaient pas prévu que ce soit sur le marché aussi rapidement, ce type d'IA. Et donc, ils ont annoncé la sortie imminente de leur propre intelligence artificielle, hein, pour ne pas se faire distancer, qui s'appelle Google Bard. Et puis, ils montrent un exemple en tant que publicité pour leur intelligence artificielle. Cite quelques découvertes faites par le James Webb Telescope. Et dans la réponse, il a fait la première photo d'une exoplanète. Et en fait, il y a un astrophysicien à côté qui dit je suis désolé, mais non, c'était pas ça, quoi, hein. En 2006, 2004, il y avait déjà des photos d'exoplanètes. Ce qui est étonnant, c'est que même Google, qui devrait connaître le fonctionnement de ces IA, n'a même pas vérifié, a fait confiance à sa propre IA, et ça leur a coté 10% en bourse et 100 milliards de dollars d'évaluation boursière. Donc, ça veut dire qu'il faut douter de tout, il faut douter évidemment de ces IA. Si vous voulez apprendre des choses que vous ne connaissez pas encore, doutez de la réponse. Mais il faut douter évidemment des réseaux sociaux et puis des vedettes sur les réseaux sociaux. Il faut peut-être diversifier aussi ses sources quand on essaye d'avoir une opinion sur quelque chose, parce que les IA, enfin les journalistes ont aussi des biais. Enfin, moi, je doute de moi-même, hein, j'ai des biais cognitifs, j'ai des représentations du monde qui fait que je fais des erreurs. Et dans un monde qui est d'ailleurs hyper technologique et hyper scientifique, on a très très peu de journalistes qui sont formés aux technologies et aux sciences, hein. Donc, du coup, on a encore plus de difficultés à faire sens de tout ça. Et on rentre un petit peu dans le monde de Philippe Cadic, qui est un auteur de science-fiction qui s'est spécialisé sur l'idée de
qu'est-ce qui se passera lorsqu'on rentrera dans un monde qu'on ne pourra pas distinguer entre réel et virtuel, faire la distinction entre les deux. Et donc Blade Runner, Minority Report, Total Recall, tout ça, c'est des œuvres qui sont tirées de cette idée-là et qui peuvent nous aider justement à réfléchir à ces futurs dans lesquels on rentre de plus en plus. Dans les limitations aussi, donc ne transmettez ça pas de données personnelles, ça on l'a déjà dit. Donc non connecté à Internet, ça on l'a déjà dit. Ne cite pas ses sources, mais Bing le fait actuellement. Il y a un filtrage important des questions qui est fait. Donc évidemment, ils ont très peur de dérives potentielles de l'usage de ces outils, donc ils filtrent beaucoup des questions. Donc parfois, on peut les contourner en lui demandant de jouer un autre rôle, en reformulant différemment de façon plus positive. Il y a moyen de contourner les filtres qui sont en place. Et si vous êtes enseignant et que vous souhaitez les éviter, ces IA, parce que les connaître et les comprendre, ça permet à la fois de les utiliser, mais aussi de les brouiller et de les éviter. Eh bien, si vous faites des questions donc, pour des profs de langue, si vous intégrez des images, décrivez-moi une image en anglais, machin et tout, ou des graphes ou des données, il ne sait pas gérer ça. Il sait gérer que du texte pour l'instant en tout cas. Donc ça, c'est une façon d'éviter à ce que ce soit tout de suite utilisé par des étudiants. Alors, dans les conseils d'usage, eh bien, comme c'est un baratineur, en gros, plus vous êtes précis dans le contexte et plus vous allez avoir un résultat qui est précis. Si vous posez une question très courte, dont le contexte n'est pas connu par l'IA, ben vous allez avoir une réponse qui est très vague en fait et pas très intéressante. Donc plus vous donnez du contexte sur votre question, plus ce sera précis. Vous pouvez même lui donner un rôle et lui dire qui il est, quel rôle il doit jouer. Vous pouvez même lui dire explique-moi comme si j'avais 7 ans ou explique-moi comme si j'étais un ingénieur en informatique, etc. Et ce ne sera pas du tout le même type de réponse. Donc il y a toute une science du prompt qui est en train de se développer, justement comment bien parler à ce type d'IA. Il y a même un métier qui est prompt engineer qui est en train de se développer, des gens qui savent comment optimiser leur interaction. J'ai mis aussi des liens pour les enseignants. Alors je crois que je l'ai mis ici, oui. Des enseignants qui l'utilisent, voire même qui obligent leurs étudiants en fait à utiliser ChatGPT et qui par là même veulent qu'ils connaissent les limitations et le potentiel de ces outils. Alors, quels sont les usages que moi je constate et j'observe sur ChatGPT? En fait, il y a deux grandes familles d'usages. La première usage, c'est je l'utilise en tant qu'assistant ou bien je l'utilise en tant que tuteur. Alors ça, c'est deux usages qui sont très différents. Moi, j'utilise ChatGPT en tant qu'assistant. Donc, je suis informaticien, je développe des programmes informatiques et en fait, je demande à ChatGPT de m'aider dans le développement de mes programmes. Et 80% c'est super, 20% c'est pas bon. Mais comme je connais l'informatique, je suis capable de le corriger. Comme vous serez capable de corriger un stagiaire, un assistant qui vous aide, etc. Et dans ce cadre-là, c'est vraiment très utile parce que vous pouvez éviter du coup les erreurs qu'il fait, mais vous pouvez gagner beaucoup de temps. On va le voir sur quelques exemples. Le tutorat, c'est demander des choses que vous ne connaissez pas encore. Et comme il fait des erreurs, évidemment, là, c'est beaucoup plus risqué. Et si vous êtes enseignant et si vous répercutez une erreur devant un amphi de 200 personnes, bah, c'est encore pire. On a une capacité à amplifier des erreurs qui peut être très rapide si on ne vérifie pas les sources des réponses de ce type d'IA. Donc, quel type d'assistance on peut remarquer? Ben, ce qui marche beaucoup sur Internet, c'est l'aide à l'écriture, des lettres qu'on doit faire dans la vie courante. Vous pouvez lui demander, écris-moi une lettre de résiliation pour un appartement, puis vous aurez tout de suite un truc, et vous pouvez simplement modifier les choses qui ne vont pas, et puis c'est bien écrit. L'aide de motivation, là c'est déjà un peu plus borderline, parce que la motivation, normalement, il faudrait que ce soit personnel, et ça, il ne vous connaît pas personnellement. Mais néanmoins, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent déjà pour faire des lettres de motivation, parce que ça leur permet déjà d'avoir des formules de tournure de phrases qui vont bien, qui sonnent bien, etc. Donc, je vais lui demander de faire une lettre de motivation pour rejoindre le pôle développeur de l'université de Strasbourg, machin, etc. Et effectivement, la lettre de motivation, elle est très bien. Je me changerai quelques petits trucs, je mettrai des petits trucs personnels dedans, mais j'ai déjà quelque chose qui tient la route et qu'on a l'impression que j'ai appris quand même à manier de la langue française à l'école. Donc, c'est plutôt pas mal. Justement, sur la langue, on peut demander en anglais. Oui, ouais.
On peut même lui demander le niveau de langue que vous maîtrisez, si vous voulez du français soutenu, ou même il connaît les niveaux européens, là, les ABC, A1, B1, mais vous pouvez lui demander de ce niveau-là aussi. Ouais. Si on pose exactement la même question, par exemple la lettre de motivation pour le même poste, est-ce que la réponse sera la même? Ça dépend. En fait, selon la façon dont tu poses la question, il va introduire du bruit ou pas, et de l'originalité ou pas. Si tu lui dis, j'aimerais faire une lettre de motivation, mais j'aimerais me démarquer, que ce soit plus original, etc. Là, il va introduire des choses qui sont moins probables, mais très souvent, en fait, la réponse n'est pas exactement la même. Et tu as un bouton pour régénérer une réponse, et on parle dans les réseaux neuronaux de seeds, c'est-à-dire seed, c'est une sorte de graine. Et si tu veux retrouver la même chose, il faut que tu demandes aux réseaux neuronaux la graine qu'il a utilisée, qui a une sorte de chiffre de probabilité. Et en fait, dans Midjourney, c'est utilisé. Si tu veux repartir et avoir exactement le même tableau, tu peux demander à Midjourney le numéro qu'il a utilisé pour créer ta réponse. Seeds comme une graine en anglais. Et au niveau des droits, Ouais. Au niveau des droits d'auteur, quand on fait une demande d'une traduction ou une demande d'une création, qui est l'auteur de ça? Alors, justement, c'est en train de se définir maintenant. Il y a plein de procès à gauche, à droite. Dans le cadre de Midjourney, pour la partie graphique, il y a déjà une première jurisprudence. Et un auteur a demandé à pouvoir avoir le copyright de la création qu'il a faite avec Midjourney, et ça a été refusé par le juge. Donc en fait, la première jurisprudence maintenant pour Midjourney, c'est de dire ce qui a été créé par Midjourney, ce n'est pas copyrightable par la personne qui a demandé en fait à l'IA de le faire pour lui. Et il y avait déjà eu des précédents. Et il y a eu des jurisprudences précédentes autour de la photo. Il y a un photographe qui a donné un appareil photo à un singe pour qu'il fasse un selfie, si vous avez entendu parler de ça. Et finalement, il n'a pas pu avoir le copyright enfin la protection du droit d'auteur parce que c'est le singe qui a appuyé sur le bouton. Moi, pour l'instant, je vois ça plutôt d'un bon oeil parce que ça va quand même protéger d'une certaine façon, même de façon minimale, mais d'une certaine façon, les artistes, puisque certains des grandes entreprises de jeux vidéo, par exemple, eux, ils vont pas vouloir que leurs créations ne puissent pas être protégées et que n'importe qui peut reprendre les environnements, les personnages, etc., pour les vendre par ailleurs. Et je trouve même ça relativement juste dans le sens où finalement, il y a à créer ce contenu à partir des connaissances de l'ensemble de l'humanité, quelque part. Donc finalement, ça appartient peut-être à l'ensemble de l'humanité, finalement. Donc on va voir comment les choses vont évoluer, mais c'est sûr que ça va être chaud. Et c'est intéressant qu'il y ait ces fritements-là très rapides, parce que ça va aussi assainir le domaine pour savoir ce que les gens peuvent faire ou ce qu'ils ne peuvent pas faire, puisqu'il y a plein d'entreprises qui ne vont pas commencer à créer du contenu s'ils ne savent pas ce qu'ils vont pouvoir faire avec, notamment pour les images, s'ils ne vont pas avoir des problèmes par la suite, etc. Ouais. C'est utilisé aussi pour la planification d'exposés par des élèves, mais j'étais très surpris de voir mes collègues qui l'utilisent beaucoup pour leurs enfants, parce qu'apparemment ils ont trop de devoirs, les enfants, je ne sais pas, moi j'en ai pas, mais en tout cas, vous pouvez effectivement demander un exposé. Donc moi je lui dis propose-moi un plan pour un atelier de découverte de ChatGPT en 1 heure, etc. Et puis il crée le plan. Alors moi je ne l'ai pas du tout utilisé, ça, parce que je trouve que créer un plan et savoir comment on veut présenter quelque chose, je pense que c'est essentiel dans la mémorisation et aussi dans l'apprentissage qu'on fait de ces concepts. Enseigner, en fait, c'est une façon aussi d'apprendre. Donc, je pense que ça peut être pertinent si on le fait peut-être après. Faites votre plan et puis demandez à l'IA de créer un plan et puis de voir comment d'autres façons auraient été faites et puis des trucs que vous avez complètement oubliés que vous avez envie d'intégrer. Mais je trouve que c'est un peu dangereux de lui demander de faire des plans de présentation. Il est capable de vous aider pour votre écriture. Donc, il est capable de corriger l'orthographe et la grammaire, comme il y a plein d'extensions qui le font déjà. Mais là où il est étonnant, c'est qu'il est capable aussi de réécrire en mieux. Par exemple, je lui dis, corrige le texte suivant et réécris dans un style soutenu. Donc moi, je dis, Madame, j'ai eu problème pour aller à l'école, car voiture pas bon, pas ma faute, bon, ok, 1. Voilà. Et là, il vous répond,
Madame, je me permets de vous informer que j'ai rencontré des difficultés pour me rendre à l'école en raison d'un dysfonctionnement de mon véhicule qui m'a empêché de l'utiliser. Je tiens à préciser que cette situation ne résulte pas, blablabla, blablabla. Donc il baratine très bien, et puis du coup, voilà, c'est quand même potentiellement mieux que ce que moi j'ai écrit. Il a une capacité de résumer des textes. Et ça, c'est vraiment étonnant. C'est le truc qui m'a le plus étonné, en fait. Là encore, ne mettez pas des données que vous ne voulez pas chez ChatGPT. Et je vais vous donner un exemple avec une extension. Il y a des extensions qu'on peut rajouter à votre navigateur. Il y en a 3, je les ai mis un peu plus loin. Et il y a notamment une extension qui est capable de résumer une vidéo. Donc, je me suis dit, je vais aller chercher une présentation que j'ai faite et je vais lui demander de résumer la présentation que j'ai faite. Donc, j'en ai fait une donc, sur l'IA et le contact avec les intelligences du futur. Bon, pas exactement, mais... l'extension, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre automatiquement le transcript et elle va faire un résumé. Donc, il y a un petit bouton ici et je lui dis, envoie-la à ChatGPT et fais-moi un résumé. Bon, là, il me le fait en anglais. Donc, là, il me dit summarize the following. Et puis là, il me met le transcript. Et puis, du coup, il me fait le résumé de la vidéo. Et le résumé est plutôt bien fait. Et plutôt conforme, en fait, à ce qui s'y passe. Donc, là encore, vous pouvez accélérer de façon importante quelque chose que vous auriez fait vous-même, en fait. Hein, et vous pouvez être assisté dessus. Et là, on pourrait se connecter avec une API pour pouvoir le faire. Oui, ouais. Cette demande-là. Oui, tout à fait. Ouais. Mais pour résumer un texte, par exemple, il faut lui donner le texte. Oui, ouais, c'est ça. Vous faites résume-moi ça, 2 points, et vous copiez-collez le texte. Alors, il a une limitation, on appelle ça des tokens. En général, c'est des mots ou des morceaux de mots. Et ensuite, il s'arrête. Donc, il faut peut-être le résumer en 2 fois. Si vous dépassez le nombre de tokens, vous faites en plusieurs parties. Raconter ce qui se passe dans une vidéo. Il faut que ce soit le texte de ce qui est dit. Par exemple, admettons une expérience scientifique qu'on veut que des étudiants regardent. Ouais, alors l'extension, ce qu'elle fait, elle va chercher le transcript automatique de la vidéo. Donc c'est ce que la personne a dit. Ouais, elle ne le voit pas. Tout à fait. Ouais. Pour l'instant. Pour l'instant, elle ne le voit pas. Moteur de recherche. Donc, lui demander des choses qu'on ne connaît pas, il y a un vrai danger puisqu'il fait encore des erreurs. Peut-être qu'il en fera tout le temps d'ailleurs des erreurs. On ne sait pas encore. Par contre, c'est vrai qu'il peut y avoir un gain de temps, il fait un résumé de plusieurs sources, etc., qu'on ne connaît pas forcément. Donc, pour ma part, j'évite de le faire. Par contre, parfois, je ne trouve pas ce que je cherche avec un moteur de recherche. Donc, la stratégie que j'ai développée, c'est qu'à ce moment-là, je demande à ChatGPT. Très souvent, il me répond, très souvent, il me trouve un truc. Et ce que je fais, c'est que je prends la réponse et je la mets dans le moteur de recherche. Et là, il trouve le contexte, la source, etc. Et là, je peux vérifier, en fait. Et il me sort fréquemment, en fait, de situations que je ne trouve pas, en fait, dans les moteurs de recherche. Mais je l'utilise de façon inversée, hein, pour pas être leurré par les erreurs qu'il fait. Aide à la résolution de problèmes, donc ça c'est dans le cas de la programmation, moi j'utilise fréquemment. Vous pouvez lui demander de créer en fait des scripts, hein, et des morceaux de code, et l'intérêt dans la programmation, c'est que c'est pas des sciences humaines, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tout de suite vérifier si ça marche ou ça marche pas, hein. Je fais copier-coller, je teste, et donc je sais si je suis leurré ou pas par l'IA. Dans le support des entreprises et des organisations, vous savez qu'en général, les supports téléphoniques, c'est juste, ça marche pas très bien. Et ça, ce sont plutôt des systèmes experts. Dès que vous sortez un tout petit peu du machin, c'est complètement nul, quoi, hein. Et là, dans ces nouveaux modèles, large language model, c'est bien meilleur, en fait, hein. Donc moi, je pense qu'il va y avoir une petite révolution sur le support. Et ensuite, les choses qu'il ne saura pas gérer, il l'enverra vers Nua. Et puis le domaine du conseil, donc lui poser des questions, etc., sur des choses qu'on ne connaît pas. Donc ça, moi, j'essaie quand même d'éviter de le faire. Dans les autres, d'autres exemples, donc on parlait de l'API tout à l'heure et des possibilités de se connecter. C'est ce que font en fait ces autres outils. Donc il y a un outil qui s'appelle, que je vais lancer tout de suite, qui est celui-là, qui est la version qui va bientôt arriver sur les gens qui utilisent Microsoft Edge, donc c'est ce navigateur.
Si je vais sur YouTube, on va aller sur YouTube et je pense pas que je suis. Alors on va aller sur un truc. Je sais pas. On va enlever ça. Je vais aller prendre une vidéo. Ça, c'est un gros YouTuber, on va essayer ça. On va prendre une vidéo au hasard. Et en fait, il y a un bouton ici en haut à droite. Bing. Et ça, c'est le nouveau moteur de recherche. Et en plus, il est contextualisé par rapport à la page. C'est-à-dire que je pourrais lui demander Who is this YouTuber? Et il va chercher. Et en fait, il analyse en fait tout ce qui se passe sur votre navigateur. Alors, je ne sais pas ce qu'il parle dans ce truc, time, stop, phone, ouais, non, ça c'est pas très intéressant. Mais imaginons que que ce soit une vidéo de cours, et dans le cours on parle, je ne sais pas, d'Albert Einstein ou de n'importe quoi. Ben, en fait, vous allez pouvoir poser des questions dans le contexte en fait de la vidéo. Mais je pourrais lui demander What age is this YouTuber? Et là encore, il va essayer de trouver la réponse. Alors, ça met un certain temps. Hein. Je trouve que c'est encore un peu lent. Etc. Ouais, bon, il a du mal à trouver. Il est actuellement maintenant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il me donne les sources ici. Et je peux du coup aller cliquer sur les pages web pour vérifier si c'est une source auquel moi je ferai confiance ou pas, etc. Donc ça va. Donc alors pour utiliser cet outil-là, il faut quand même avoir un compte Microsoft, mais je pense que la plupart des gens en ont un compte Microsoft, enfin quand ils utilisent Windows, la plupart en ont, et demander en fait à utiliser l'outil. Il y a une sorte de liste d'attente, mais ça va assez vite et puis on y a accès. Mais néanmoins, c'est quand même assez puissant. Il y a plein d'extensions. Alors, il y a une application mobile qui existe, qui intègre ChatGPT, donc au travers du connecteur de l'API, qu'on peut installer sur son smartphone. Donc là, j'ai mis des vidéos et des tutos. Combien Ah ouais, on va aller très vite. Hein. Donc le fait de faire un résumé, ça on l'a vu. Le fait aussi on peut ajouter dans ChatGPT, alors il est ici mon ChatGPT, vous voyez, j'ai rajouté une extension ici qui s'appelle Web ChatGPT et qui me permet à ce qu'il me demande, alors si je lui demande, on va faire un nouveau chat, Who won the last football World Cup, normalement il ne saurait pas répondre à cette question-là. Et comme j'ai installé cette extension, il m'a déjà répondu. Okay. Il allait chercher donc les résultats. Ah non, d'accord. Il me donne ce qu'il a trouvé sur le web et il le résume. En fait, il m'a donné ce qu'il a trouvé sur le web et puis il le résume et puis il me fait la synthèse en fait de ce qu'il a trouvé en fait sur le web. Et là j'ai aussi accès du coup aux sources. Donc on peut ajouter ces extensions. Quoi d'autre comme extension? ChatGPT for Google. Vous pouvez aller sur Google du coup et vous aurez ChatGPT qui sera juste à côté de la requête que vous faites sur Google. Vous aurez en plus, en parallèle sur la même page, vous aurez du résultat. Les concurrents, donc on va passer un petit peu, il y a Google, etc. Donc voilà. Maintenant, dans le domaine du visuel, il y a donc cet outil qui s'appelle Midjourney et qui utilise un outil qui vient encore de la culture du jeu vidéo, qui est Discord. Et Discord, on en a entendu parler lors du confinement, puisqu'il y a plein d'étudiants qui sont allés sur Discord pour s'organiser, s'entraider, etc. Et ils sont assez malins parce que dans Discord, c'est facile de faire des petits robots, des bots sur Discord. Donc en fait, au début, c'était des chercheurs, je crois, à Midjourney, qui ont commencé à faire ça. Et ils ont utilisé des bots sur Discord et ils ont simplement relié leur propre intelligence artificielle à l'outil. Donc la façon dont ça marche,
cet outil, c'est un petit peu cryptique, hein. Quand on va sur Discord, les gens qui sont jamais allés, ils ont un petit peu peur parce que c'est pas très simple. Mais en gros, quand on va sur Midjourney, le site internet, ils vous invitent à aller sur leur Discord. Et quand on arrive sur leur Discord, il faut d'abord être d'accord d'utiliser leurs outils, machin et tout, classique. Et ensuite, il faut aller sur un canal de chat de catégorie newbie, c'est-à-dire que vous êtes nouveau dans le domaine. Et si je vais dans un chat newbie quelque chose, eh bien là, en fait, je peux voir comment les gens sont en train de générer des images. Donc, je vais en prendre une, je sais pas, c'est un truc qui nous plaît, c'est quoi ça? Par exemple, ici, c'est Happy Women's Day sticker. Et donc, il génère ces trois trucs. Et en dessous, vous voyez qu'il y a des boutons. Et les boutons, c'est quoi? U, c'est pour upscale, ça veut dire que vous trouvez que l'image 1, en fait, ça se compte comme ça, 1, 2, 3, 4. Par exemple, si vous aimez celle-là, ben, vous dites, ouais, je suis content de cette image, j'aimerais en faire une image grande, parce que là, c'est quand même une miniature. Et puis comme ça, je vais pouvoir la récupérer et puis l'utiliser. Ou bien, vous aimez cette image-là, mais vous aimez bien ce style-là, mais vous aimeriez voir s'il est capable de vous proposer des variations dans ce style-là. Et à ce moment-là, vous avez V1, V2, V3, vous appuyez du coup sur V4 et il va vous générer un nouvel ensemble de 4 images qui sont des variations du style de l'image numéro 4. Et après, si ça vous plaît, vous allez pouvoir faire un upscale et la voir en grand, etc. Alors, tout ça, ça a l'air magnifique, fantastique, etc. Et effectivement, ça fait des résultats intéressants. On peut partir de photos aussi, hein. Vous pouvez lui donner une photo, je ne sais pas, il a fait une photo, lui? Non, je ne pense pas. Je vais voir si je trouve quelqu'un qui donne une photo. Mais vous pouvez lui demander de faire les choses à partir d'une photo. Et comment ça fonctionne concrètement? Alors, ça continue à enregistrer. Je vais aller tout en bas du canal de chat, là. Et après, je vous parlerai des limitations de l'outil. Je vais tout en bas. Oh là là, il y a beaucoup de monde, hein. Comment je vais jump to present. Voilà, jump to present, ça va être plus facile. Voilà. Alors, en gros, la difficulté de l'outil, c'est que ça fait du calcul, hein, pour faire ces images-là. Et ça, c'est pas donné, c'est pas gratuit. Par contre, vous avez 25 minutes de calcul qui vous est donné avec votre compte Discord. Sinon, il faut créer de nouveaux comptes, hein. Et si je tape la commande info, /info, si je tape ça, cette commande-là, alors, voir l'information sur... Ah ouais, mais moi, je ne le vois pas. Alors, il me le donne ou pas? Bon, je vais refaire. Ok, ça va mieux. Là, en fait, vous voyez le temps de calcul qui vous reste. Oh là là, c'est déjà passé. Ouais. Donc là, je vais juste vous montrer en fait ce qu'il est capable de faire, hein. J'ai mis un lien vers un document d'Arte, justement sur une compétition qui a été gagnée par un Américain qui utilise ChatGPT et qui se pose la question du droit, justement là-dessus. Il est capable de faire des choses comme vous l'avez vu. On peut voir des exemples, mais il est capable de faire des choses qui sont assez réalistes. Par exemple, ici, c'est quelqu'un qui a demandé de voir le film Tron. Vous connaissez, c'est un film des années 80. On peut le mettre en grand, comme si c'était le réalisateur Jodorowsky qui l'avait réalisé. Alors ça, c'était ajouté, là, le texte, par contre, hein. Et en fait, ça donne des choses quand même assez étonnantes, quoi. En fait, on revoit un petit peu, effectivement, le film Tron, mais dans un style graphique qui est complètement différent. Ça, c'est... Et avec des costumes complètement improbables, quoi. Ah ouais, c'est super. Moi, j'ai envie d'aller voir ce film, hein. C'est quoi qu'il sort, etc. Bon, pour l'instant, il sait faire aussi des vidéos, mais pas très bien. Mais en tout cas, on voit que c'est une incroyable machine à idées. Parce que comme il est capable de mixer plein de styles et de rajouter éventuellement du bruit dessus, de l'imprévu, etc., il va peut-être réaliser des associations que nous, d'un point de vue culturel, on n'aurait pas faites parce que on les a jamais vraiment vues, quoi. Donc en tant que source d'inspiration, ça risque d'être... Là, par exemple, c'est vrai que c'est complètement étonnant, un truc comme ça. Ouais. On a droit à 25 minutes par compte, Oui. ou par connexion? Par contre. Ouais, pas par connexion, parce que sinon c'est... Mais, et après, c'est payant. Il se pose après les questions du droit, oui, mais bon, ils vont faire de l'argent là-dessus, machin et tout. Alors après, le temps de calcul, ça coûte quelque chose aussi, hein, parce que ça prend du temps. En général, ça prend 1 minute, hein, quasiment, pour faire à chaque fois une image, hein. C'est pas instantané. Ouais. Tout autant dans le texte tout à l'heure, tu disais que c'était prédictif, et donc c'est une sorte ça ne peut répliquer que ce que ça connaît. Ouais. Mais là, c'est créatif alors.
C'est difficile. Là, en fait, moi je dirais c'est génératif plutôt que créatif. Je ne sais pas si c'est de la vraie créativité. Ça va générer des nouveaux contenus. Là, je lui ai demandé de mixer deux trucs, quoi. Jodorowsky qui est un style avec un truc existant qui est Dune. Et il est arrivé à mixer, si tu veux, les deux. Et je peux demander à un artiste de peindre effectivement la cathédrale dans le style de Van Gogh. Ça, c'est autorisé d'un point de vue de la loi, hein, d'un point de vue, vous ne pouvez pas breveter en fait un style, une patte graphique. Et donc là, en fait, c'est ce qu'il fait. Et en fonction de la phrase et du prompt que vous allez faire, il va mixer en fait plusieurs styles. Mais si vous-même vous voulez maîtriser le style qu'il va utiliser, il y a un outil pour ça, et il s'appelle Moonshot là, et c'est un outil qui va vous aider à faire des prompts, et il peut vous aider sur le bon vocabulaire à utiliser, notamment sur les styles. Si je clique sur style, tu vois ici, il y en a plein des styles graphiques déjà existants. Si tu veux plutôt quelque chose du genre Da Vinci, du graffiti, du machin, etc. Et à ce moment-là, il va te le générer dans ces styles-là. Alors, donc, c'est bluffant, mais comme toujours, il faut essayer de voir les limitations du système. Et il y a des vraies limitations. Et quelles sont les limitations? Les limitations, c'est que ça ne sait pas modifier une image de façon micro. Donc, en gros, vous avez l'image qui correspond au prompt, et puis vous pouvez refaire des variations, si tu veux, de cette image. Tu peux lui dire finalement j'aimerais qu'il ait les yeux bleus ou l'œil bleu, gauche, droit, etc. Mais tu peux pas lui dire après j'aimerais que tu tournes la table de 30 degrés, puis que tu changes la taille, ce que fait un graphiste en fait. Un artiste, lui, il prend tout plein de décisions, il prend des décisions toutes les secondes. Là, l'IA va te donner un truc tout fait, quoi. Donc c'est du macro. Donc c'est très bien si tu veux illustrer par exemple un article de blog, machin, etc. Ou pédagogique éventuellement. Mais si tu veux faire une histoire complète, évolutive, machin, etc., où toi, tu décides exactement où sont les différents éléments, ça, pour l'instant, Midjourney n'est pas capable de faire. Donc ça, c'est une grosse limitation. Après, dans les usages, il y a pas mal d'artistes qui commencent déjà à l'utiliser pour s'inspirer. Parce que, mine de rien, les artistes ne partent pas de rien. Si vous allez faire des cours de dessin et de peinture, la première chose qu'on vous demande, c'est de copier. Et pendant quelques années, avant que vous fassiez vraiment vos propres œuvres personnelles. Donc là, par exemple, cet artiste, il a vendu ses peintures ici, là. Et il a demandé, en fait, des modèles à l'IA, un petit peu comme on demande à des modèles de venir à un cours de dessin, et puis ensuite les gens vont dessiner les personnes qui sont présentes sur scène, quoi. Sauf que là, c'est l'IA qui va générer en fait ce qu'il a envie de dessiner, de peindre, et il va s'inspirer de ça pour finalement peindre les choses. Donc ça, c'est un usage possible. Et les graphistes, en général, quand ils font des choses, ils utilisent plein d'images existantes, et puis ils vont les mixer entre elles, parfois même utiliser Photoshop, et puis les modifier pour qu'on ne voit pas trop d'où ça vient quand même, etc., quoi. Mais en tout cas, la copie fait partie en fait clairement de l'apprentissage. Donc ça, c'est la grosse limitation, ne sait pas modifier. Vous ne pouvez pas copyrighter pour l'instant ces œuvres-là, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et aussi, grosse limitation, si vous êtes enseignant en anatomie à la faculté de médecine, surtout n'utilisez pas ChatGPT, parce que si vous lui demandez un buste réaliste, donc ça, j'ai vu des chercheurs sur Twitter essayer ça. Et voilà, un buste réaliste pour l'anatomie humaine, je peux vous dire que si vous faites opérer, ça va vraiment mal se passer, quoi, hein. Les organes ne sont pas vraiment au bon endroit, quoi. Donc il a des vraies limitations, hein. On va dire que c'est un artiste, mais pour le reste, on fera autrement. Voilà. Donc, en référent, générer de nouvelles idées pour des illustrations, etc. Voilà. Donc, ça, c'est pour les aspects un peu visuels. Donc, la programmation, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas le refaire. Le droit, on en a peut-être déjà aussi évoqué. Puis du coup, on va s'arrêter là sur la partie présentation parce que j'ai un petit peu débordé et on peut discuter parce qu'en fait, si vous voulez discuter, hein, ça génère plein de débats ces trucs-là, hein. Il y a autant de gens qui sont pour, de gens qui sont contre, de gens qui sont neutres, mais en fait, tout le monde a une opinion sur les IA et c'est plutôt sain que ce soit le cas.